Je vais me permettre d'introduire cette séance. Bon, je me présente, je suis le professeur Louis Larin, administrateur du GCS Télésanté Midi-Pyrénées et président de la Société européenne de télémédecine. Le rôle de la télémédecine dans l'évolution de l'organisation du système de santé est aujourd'hui confirmé. Et Midi-Pyrénées constitue une région pionnière en termes de développement de ce nouveau mode de pratique médicale. Je dis bien, c'est une pratique médicale, j'insiste, ce n'est pas un outil. Basé sur un principe de mise en complémentarité des compétences des professionnels et de la mutualisation des structures, la télémédecine contribue à l'optimisation du maillage de l'offre de soins et à l'optimisation du temps médical au bénéfice des patients. Sont ainsi facilités, d'une part, le développement de l'organisation de l'offre territoriale de proximité et d'autre part, le recours aux ressources régionales hautement spécialisées afin de permettre l'accès au niveau d'expertise requis et au traitement le plus adapté pour les patients en tout point du territoire régional, en conciliant les réalités topographiques et les nécessités thérapeutiques dans une logique d'aménagement du territoire. Nous vous proposons donc, dans le cadre de cet atelier, de développer dans un premier temps l'impact de ce nouveau mode de pratique médicale à travers le retour sur l'expérience régionale et les perspectives de développement avec l'intervention de Madame le Dr Monique Savodelli, directeur du groupement de coopération sanitaire Télésanté Midi-Pyrénées. Puis, nous considérerons dans un deuxième temps Madame Savodelli qui est à ma gauche, et nous considérons avec Madame le docteur Florence Marie, les Marie, qui est à ma droite, responsable de la cellule régionale d'appui de la performance à la protection de leurs soins et de l'autonomie de l'ARS Midi-Pyrénées, les orientations dans le domaine au terme de stratégie régionale de santé. Ensuite, nous solliciterons le témoignage d'acteurs de terrain qui nous feront partager les perspectives d'amélioration de l'accès aux soins relatives à l'intégration de la télémédecine dans les prises en charge des patients au travers des projets qu'ils animent. Je donne la parole maintenant au docteur Monique Savodelli qui a pour mission de modérer la réunion. Et enfin, je ferai la conclusion de ce que je pense vous dire. Voilà. Parce que tout le monde a la parole. Bon, alors docteur Monique Savodelli, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur. Alors, je vous propose dans un premier temps, tout d'abord, de rappeler les missions de notre groupement. Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées est une structure de coopération qui, comme son nom l'indique, réunit 163 membres et compte la représentation de l'ensemble des acteurs des sphères sanitaires, médico-sociales et libérales, établissements de santé publics et privés, établissements et structures médico-sociales, réseaux de santé, unions régionales et professionnels de santé libéraux. Son rôle est en fait la mission de maîtrise d'ouvrage de l'espace numérique régional de santé et en ce sens, notre action doit s'inscrire dans la déclinaison opérationnelle des objectifs et orientations qui sont définis par l'agence au niveau du projet régional de santé en matière de programme de développement de la télémédecine, PRT, de la e-santé et des systèmes d'information partagés de santé en respectant bien sûr les orientations et priorités nationales. Alors, nos missions sont essentiellement l'accompagnement des acteurs de santé dans la mise en œuvre de leurs projets de télémédecine
et d'échange et partage d'informations de santé au sens large, mais aussi le pilotage, la mise en œuvre et le déploiement des projets régionaux de systèmes d'information partagés de santé. Typiquement, ça peut être le projet Socle et SI Télémédecine en cours d'évolution, le projet PAX régional mutualisé qui était un gros projet d'envergure pour le groupement, l'accompagnement au déploiement du projet Trajectoire, du projet Messagerie sécurisée de santé et l'accompagnement au développement des projets nationaux type DMP. Alors, concernant la thématique de la télémédecine, dans un premier temps, considérons ensemble le contexte. Aujourd'hui, c'est certainement un nouveau mode de pratique médicale au cœur de l'évolution du système de santé, nous en sommes tous convaincus, des besoins croissants qui se confirment, d'une part, au regard aujourd'hui de la nécessité de plus en plus grande de réflexion collective et de concertation pluridisciplinaire, au regard de l'hyperspécialisation croissante et rapide de la médecine, avec au sein des spécialités et des sous-spécialités, une segmentation sous-spécialité qui se dessine, et des progrès diagnostiques et thérapeutiques. Un relief particulier pour ce nouveau mode de pratique au regard d'un contexte, une réalité d'aujourd'hui, qui est la problématique aiguë de la démographie médicale, notamment dans le contexte de permanence des soins, et la notion qui nous occupe tous d'augmentation de l'espérance de vie de la population et d'augmentation des patients atteints de pathologies chroniques. Bon, ce sont des données que vous connaissez tous. En ce sens, la télémédecine apparaît certainement comme un mode de réponse à l'adaptation de l'organisation des soins pour prendre en compte ces différentes évolutions. Rappelons que ce nouveau mode de pratique a été, on le sait, en 2004 posé par la loi de 2004, tout à fait confirmé et précisé par la loi HPST, avec un impact important puisqu'elle a mis en place le cadre de développement de ce mode de pratique. Le décret d'octobre 2010 a défini les actes de télémédecine et les conditions de mise en œuvre. Cette loi précisait, valorisait également la place de la télémédecine, donc ça lui donnait vraiment vie pour le développement des coopérations entre établissements au niveau des comités hospitalières de territoire, et intégrer véritablement la télémédecine comme enjeu stratégique en faisant un atout en termes de stratégie régionale de santé, puisqu'un programme relatif au développement de la télémédecine est inscrit dans le cadre du projet régional de santé défini par l'agence, et le docteur Lémarie pourra tout à l'heure nous donner les orientations en ce sens. Alors, le professeur Laringue, précédemment, a déjà posé le principe de l'impact de la télémédecine, le principe d'impact de la télémédecine en termes de mise en complémentarité de l'offre de soins, est ainsi facilité, dirons-nous, l'articulation des ressources au niveau des bassins de santé, puisqu'on sait qu'en région, nous avons 33 bassins de santé qui ont été découpés, territoires de santé et pôles régionaux, dans une dimension de graduation, de coordination des soins entre acteurs du secteur sanitaire et médico-social, bien sûr. Si on considère au sens large la télémédecine et les pratiques e-santé, elles concourent utilement à l'échange et au partage de données et s'inscrivent comme levier de coopération des professionnels de santé, tout au moins on va essayer de nous en convaincre, dans le cadre de l'organisation sanitaire régionale, aux fins de faciliter l'optimisation, la qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés aux patients et l'amélioration du parcours de soins au sens large. C'est l'évolution en fait des pratiques du singulier au pluriel. Alors, je vous propose de considérer la mise en cohérence des projets que nous animons et qui sont développés en région et de considérer l'impact que ça peut avoir une vision prospective sur le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques. Alors, en termes de production de soins, aujourd'hui, la télémédecine va permettre, on le sait, des expertises, des décisions médicales à distance, à visée diagnostique ou thérapeutique dans la prise en charge des patients en phase aiguë, en phase de suivi. C'est, selon les termes de la loi, l'accès de tous à des soins de qualité. À toutes les phases de la pathologie chronique, elle pourra avoir un impact en termes de télésurveillance et téléconsultation au domicile pour essayer de prévenir les phases d'exacerbation. Dans le cas où une décompensation peut survenir, un échange entre le médecin traitant et le spécialiste d'organes pourra indiquer la nécessité ou pas d'hospitaliser. Dans le cadre du passage des patients ensuite du secteur MCO au secteur SSR, permettre des téléconsultations de suivi pour optimiser la prise en charge dans les secteurs de suivi et faciliter la prise en charge de relais d'aval. Et de retour au domicile, la télésurveillance prendra de nouveau le relais pour le suivi de ces patients. Les pratiques collaboratives e-santé elles-mêmes vont concourir ensuite à l'échange et au partage d'informations de santé pour optimiser, d'une part, l'aide à l'orientation des patients, c'est le rôle du projet Trajectoire pour faciliter l'orientation entre secteur MCO et SSR et trouver le lieu de prise en charge le plus adapté au plus près du lieu de vie. La messagerie de santé et le DMP concourront à échanger pour la messagerie et partager pour le DMP les informations utiles à la coordination de soins.
Enfin, le projet PAX aujourd'hui que nous portons a pour objet d'une part de faciliter la diffusion des images médicales au sein des établissements non dotés vers les services cliniques, de servir de support important au projet de télémédecine à travers les services échange et partage, et de concourir à la coordination des soins en permettant la diffusion facilitée des images vers les prescripteurs ou l'accès à l'antériorité. Alors, télémédecine et pratique et santé, levier des coopérations des professionnels de santé, oui. Considérons ensemble les enjeux préalables. Premièrement, va se poser le défi de l'interopérabilité des pratiques et des processus organisationnels. C'est certainement la première donnée à prendre en compte et c'est véritablement toutefois une évolution culturelle pour la communauté de santé. Alors, un nouveau mode d'exercice de la médecine qui doit s'attacher en premier lieu à mettre en place, selon le cas concerné, ou à conforter une organisation autour d'un projet médical partagé. Les conditions clés du succès de la pérennité. Ça va être, d'une part, premièrement, l'adhésion des communautés hospitalières et des professionnels de santé impliqués, la formalisation des processus organisationnels, des protocoles médicaux et des protocoles opérationnels d'échange, on l'illustrera, et la traçabilité des décisions médicales. Enfin, c'est la qualité de la collaboration entre les professionnels de santé. Ça va être, évidemment, ça suppose une pertinence dans l'expression de la demande d'avis, mais également une qualité de disponibilité de l'expertise sollicitée, si l'on veut que les projets soient fructueux. Et enfin, la formation et l'accompagnement des professionnels de santé pour des pratiques vertueuses, c'est là tout le champ de l'accompagnement au changement qui est large à conduire. Deuxième temps, on ne peut que confirmer l'importance de la qualité, fiabilité des technologies utilisées et les notions de sécurité qui sont les conditions essentielles à des pratiques sécurisées et optimales pour les patients. Les termes interopérabilité technique, intégration des outils et services dans l'environnement de travail des professionnels sont aujourd'hui les maîtres mots. C'est les conditions de développement de la télémédecine et de l'acceptabilité pour les professionnels, si l'on veut que ça devienne vraiment intégré à l'exercice quotidien. Et enfin, l'éthique et le respect des droits du patient sont au cœur de l'apprentissage du travail en partenariat. Rappelons les grandes étapes pour les projets activités de télémédecine. Aujourd'hui, selon les termes et dans le cadre de la déclinaison du décret, une nécessaire formalisation des processus est requise. Donc, nous avons une phase de conception de cadrage. Donc, les patients ne sont pas encore pris en charge. Puis, ensuite, une contractualisation avec l'agence, un conventionnement entre acteurs, une phase pilote et une phase de routine où l'activité se déploie. Dans tous les cas, on réalise bien qu'un projet de télémédecine est nécessairement multi-acteur. Cela va entraîner une adaptation de l'organisation, une évolution des pratiques pour adapter les organisations et l'intégration de l'usage des technologies de façon fluide. Ça suppose une coordination alliant trois composantes. Le portage de projet métier, projet médical, une coordination organisationnelle et opérationnelle, une gestion des aspects techniques. Et notre rôle s'inscrit de façon en accompagnement opérationnel aux différentes étapes et dans les différentes facettes associées à la mise en œuvre des projets et des activités, que ce soit les facettes organisationnelles, techniques, réglementaires, financières, évaluation. C'est l'assistance en premier lieu à la formalisation du dossier projet soumis à l'agence, en intégrant les différents volets, le recueil des besoins, l'analyse des besoins métiers, la traduction en spécifications fonctionnelles et techniques, la mise en œuvre en regard du socle de service, qui devra répondre aux exigences métiers, à savoir qualité, fiabilité, disponibilité, mobilité. Aujourd'hui, c'est important, facilité d'utilisation, intégration. Et vous le comprendrez, l'importance de mutualiser en région les compétences et les moyens infrastructures pour assurer, être en adéquation avec la transversalité des usages et l'interopérabilité technique qui sont requises, puisqu'on ne va pas demander à un praticien de changer de système pour l'urgentiste quand il travaille avec le neurologue, ou le neurochirurgien ou le traumato. Accompagnement, développement des usages sont, on l'a vu, les maîtres mots. Donc nous allons contribuer bien sûr à la définition de la stratégie de déploiement, des plans de formation et communication associés, et la contribution au suivi des usages avec une mission d'observatoire et une contribution aux évaluations médicales et médico-économiques qui sont conduites par les membres. Voilà, donc nous l'avons vu, nous déclinons les projets, les projets professionnels en projets opérationnels. Alors, je vous invite à considérer les projets activités 2013 en région en faisant rapidement un recensement de ces activités. Nous avons eu 82 projets recensés en 2013, soit à peu près à plus de 90 en 2014 à ce jour, accompagnés à hauteur de 91% par le groupement, des projets nombreux regroupés autour des grandes thématiques pour inscrire d'une part l'activité de la télémédecine dans les priorités du PRT et conserver la lisibilité des évolutions des indicateurs de développement de sous-modes de pratique. Par ailleurs,
nous avons regroupé dans cette partie-là les projets et activités, indépendamment du stade d'avancement selon le concept qu'on a pu considérer précédemment, pour donner une plus juste vision de la situation des travaux en région et permettre la mise en perspective de l'impact que prend aujourd'hui la télémédecine dans l'évolution du système de santé régional. Nous avons aujourd'hui, en 2013, à peu près 18% des projets en conception, 30% en phase pilote et 52% en routine. Alors, si on considère un petit peu les grandes thématiques, premier lieu, les pathologies du système nerveux, puisque notamment la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral et l'impact de la télémédecine en la matière constituent une des priorités nationales, régionales, et avec une volonté forte de la filière. On va faire un focus en suivant. Le projet suivi de plaie, puisque nous avions travaillé sur le sujet avec Dr Lemarie, nous étions en concertation arrivés au fait que c'était un projet qui prenait une ampleur suffisante avec un volet régional et territorial pour l'identifier en tant que tel. Même si ce sont souvent des personnes âgées qui sont concernées, mais pas uniquement. Les personnes âgées avec de nombreux projets dans le domaine, une dizaine en 2013. Santé des détenus avec une dizaine d'UXA en région qui est considéré comme un seul projet. Les projets téléradiologie nombreux. 31 projets en cas des maladies chroniques. Des projets en émergence dans le secteur du handicap. Le projet MSP qui est considéré comme un seul projet avec un nombre conséquent de MSP en région. Et enfin, chirurgie, traumatologie et orthopédique, une place importante en termes de permanence des soins. Idem pour la chirurgie thoracique et la gynécologie obstétrique, qui sont des chantiers identifiés en tant que tels. Alors, si on va faire un petit zoom sur les pathologies chroniques, on voit que la prise en charge des patients atteints de cancer, on avait 10 projets, ça constitue à peu près 32% des projets. De nombreux projets en développement dans le secteur des pathologies cardiovasculaires, au niveau hospitalier, et en termes de télésurveillance également, pathologie digestive, néphro-urologique, pathologie des voies respiratoires, médecine interne et prise en charge des patients diabétiques. Si on fait un petit zoom sur le stade d'avancement des projets, pour vous donner un petit peu une perspective de déploiement en région, en termes de projets en conception, un fort volume concernant les personnes âgées, gros secteur en émergence, en termes de téléradiologie également, en sachant que la question est ici, c'est l'aspect organisationnel, avec des concertations territoriales sur le sujet. Ce n'est pas si facile que d'arriver à organiser les choses de façon optimale. Il faut un temps de gestation. Projet opérationnel en phase pilote, on a notamment dans le secteur des personnes âgées. Et enfin, en routine, de nombreux projets dans le secteur de la téléradiologie des maladies chroniques. Et je vous propose que nous le mettions en perspective avec des données observatoires en termes d'actes produits. Alors, secteur de prise en charge des patients tout d'abord. Alors, évidemment, on a eu toute une phase d'ancrage qui a été au niveau de l'offre de soins hospitalière. Et aujourd'hui, clairement, les choses sont vraiment engagées avec une ouverture vers le secteur médico-social confirmée, notamment à travers les projets relatifs aux personnes âgées, et puis vers l'offre de soins ambulatoires et le domicile, et ça se confirme en 2014. Alors, quelques focus selon des thématiques données. En premier temps, l'évolution globale de l'activité. L'activité 2013, plus de 14 000 dossiers traités en région, actes de télémédecine réalisés, une progression nette par rapport à 2014 et confirmée par rapport à 2012, dirons-nous, et 2,4 par rapport à 2011. Selon la thématique projet, en termes de globalement, vision globale, le rapport projet-activité. Bon, très clairement, on voit qu'on a une grosse activité dans le domaine de la téléradiologie, des maladies chroniques, des pathologies du système nerveux et de la santé des détenus qui regroupent 93% des actes concernés et sont afférents à 57% des projets accompagnés. Pour les pathologies chroniques, on a vu que pour la prise en charge des patients atteints de cancer, les projets étaient à hauteur de 39%, 85% en termes d'actes, et des actes également qui se développent dans le secteur de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Alors, un focus sur les pathologies du système nerveux. On avait un pilote en termes télé-AVC que nous allons développer, une activité qui était réelle dans le cadre de la prise en charge des urgences neurochirurgicales, où le principe, vous le connaissez, les urgentistes ont recours à l'expertise des neurochirurgiens situés sur les pôles spécialisés toulousains pour obtenir l'avis requis en termes d'indication thérapeutique et l'indication notamment de nécessité de transfert ou pas. Bon, dans les évaluations précédentes qu'on avait pu construire sur le sujet, on s'apercevait qu'on a à peu près annuellement 48% de transferts évités grâce à la pratique de la télémédecine dans le cadre des urgences neurochirurgicales. Concernant la filière AVC, priorité nationale et régionale, nous l'avons vu. Alors en phase aiguë, l'objet, quel est-il ? C'est optimiser la prise en charge des urgences neurovasculaires, permettre pour les services dits orphelins,
au niveau territorial, c'est-à-dire non dotés de compétences neurologiques, d'avoir accès à l'expertise neurovasculaire qui est requise pour la prise en charge la plus adaptée des patients, et on le sait, permettre, selon le cas concerné pour les accidents ischémiques, l'indication de la thrombolyse dans les délais qui sont impartis, à savoir 4h30 après le début des symptômes et 3 heures pour les patients les plus âgés. Donc, une phase pilote qui a été développée entre l'UNV de recours du CHU-Toulouse et les sites dans le Comminges de Saint-Gaudens et du Chiva en Ariège. Une phase de génération qui est en train, de se préparer pour le développer au niveau des territoires, entre les établissements de proximité non dotés de compétences neurologiques et les UNV du territoire, et par ailleurs le développer en termes de suivi pour optimiser les échanges entre les UNV et les services, les SSR spécialisés. Et au sens large, après, c'est optimiser toute la chaîne en articulant les secteurs sanitaires et médico-sociaux pour coordonner la prise en charge des acteurs dans le domaine. Alors, l'impact, bien sûr, c'est la prise en charge adaptée des patients dans les délais qui sont souhaités et essayer de rétablir une équité des chances pour les patients en réduisant la notion d'handicap qui, on le sait, dans le domaine, peut être très lourde et définitive. Pour vous donner une visualisation de ce que ça peut donner en évolution de la pratique et pour les services d'urgence. Donc là, on a une box d'urgence de Saint-Gaudens qui est équipée, bien sûr, des moyens requis pour répondre aux exigences des professionnels qui sont certainement les plus fortes dans ce domaine, puisque les neurologues nous disent « nous souhaitons voir un nystagmus à un Babinski », donc une caméra qui est fixée au plafond, on voit au-dessus de la porte là, face au lit, qui peut être commandée à distance par le neurologue, qui permet d'avoir un zoom suffisant pour répondre aux exigences, une prise du son adaptée. En version habitée, on avait le docteur Longeau en examen d'un patient. Bon, la patiente avait consenti, puisque c'était dans le cadre d'une opération qui a été faite les matins, était consentante, bien sûr, c'est pour ça qu'on peut la visualiser, avec le professeur Chollet qui répondait. De même, au niveau du Chiva, la même chose en version habitée, l'examen du patient qui est réalisé sur site, en liaison avec le référent, et on voit que vraiment c'est un examen conjoint qui peut se pratiquer, et on comprend bien qu'on amène ici véritablement le neurologue au pied du lit du malade. Alors, version chariot mobile, notamment requise pour les SSR, ce qu'ils nous ont demandé, donc différentes possibilités d'équipement, puis une illustration des possibilités d'exercice pour le référent. Donc nous avons le docteur Albuchet en UNV. Vous voyez qu'il peut d'une part échanger en mode téléexpertise avec son confrère urgentiste. Il a accès les données de l'imagerie, via les services de l'imagerie, les données du système d'information télémédecine qui permettent de donner ce qui a été renseigné préalablement à l'examen clinique initial par le praticien. Et il a, sur l'autre écran, la visualisation possible du patient. Vous voyez un petit peu la qualité de ce que ça peut représenter. On voit véritablement qu'on a une pratique clinique qui est ici tout à fait possible. Un système d'information qui a été adapté pour répondre aux exigences de la discipline, donc qui peuvent ici renseigner simultanément le score NIHS, les contre-indications à la thrombolyse, un renseignement interactif, une partie renseignée par l'urgentiste, une partie par le neurovasculaire, une section réservée à chacun d'entre eux, notamment pour l'absence de contre-indication pour le médecin de proximité, la décision de thrombolyse pour le référent. Et on a ensuite une fiche qui comporte tous les éléments, de façon informatisée bien sûr, intervenant, information orientée des patients, demande d'avis, les données relatives à l'examen et les conclusions de l'échange. Donc une traçabilité de décision qui est assurée en adéquation aux exigences du décret. Cela a représenté sur ces sites, sur 17 mois, à peu près 348 actes, 84% de téléexpertise, 16% de téléconsultation, à peu près 6% d'indications de thrombolyse. Concernant la cancérologie, notre exemple important en termes de graduation des soins et d'impact sur l'organisation. Alors, vous savez, ici, on a à peu près 12% des projets globaux, 20% des actes. Bon, alors, dans ce domaine, de façon réglementaire, la prise en charge pluridisciplinaire est requise, puisque pour tout patient qui est atteint, une concertation pluridisciplinaire doit être conduite, associant 3 composantes. C'est le traitement thérapeutique, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Alors, vous comprenez bien qu'il n'est pas si facile. Les chirurgiens thoraciques ne sont que sur la zone toulousaine, idem pour les neurochirurgiens. Dans d'autres disciplines, il n'est pas si facile d'associer ces 3 compétences sur un même établissement. Alors, d'une part, se sont développées au niveau territorial des concertations entre une complémentarité publique-privée, entre les établissements de proximité qui prennent en charge des patients, et puis les établissements qui assurent une offre spécialisée dans le domaine, notamment qui sont dotés d'un plateau de radiothérapie. Donc, on a dans le Tarn notamment, et en Haute-Pyrénées,
un fort volume d'échanges intraterritorial qui a été réalisé, sachant qu'il y a aussi l'interterritorial entre on voit Auch dans le Gers et puis le Commingeois qui va vers la polyclinique de l'Ormeau-Attard. Alors, cette organisation territoriale représente sur ce volume d'actes à peu près 62%, 45% en territorial, 17% en interterritorial, 23% sur les sites de recours, avec l'accès aux ressources régionales hautement spécialisées, CHU et ICR, et puis garantissant l'accès aux innovations thérapeutiques pour les patients chaque fois que requis, un accès selon nécessité, notamment dans le cadre de l'oncopédiatrie, à des compétences qui peuvent être transrégionales, puisqu'il y a des concertations inter-CHU qui sont organisées, et à peu près ça concerne 15% des dossiers, à peu près 9% traités en région et 6% en transrégional sur Bordeaux, Limoges, puisqu'il y a une mise en complémentaire des compétences en termes d'oncopédiatrie. Télémédecine et pathologie cardiovasculaire, quelques impacts. C'est un gros développement dans le cas de la prise en charge notamment des syndromes coronariens et des valvulopathies. Il s'agit là pour les établissements publics et privés de la région de solliciter les pôles spécialisés toulousains du secteur public et du secteur privé, et en tant que de besoin en présentant les coronaros, obtenir l'avis thérapeutique requis pour les cas complexes ou selon les besoins, pour indiquer un transfert de patient, pour angioplastie en cardio ou pour pontage en CCV. Parallèlement, pour les troubles du rythme, des sessions de téléexpertise qui sont en multisite, qui sont organisées pour une indication thérapeutique adaptée. Téléradiologie. Alors, dans un premier temps en région, un volume important, on a vu en 2013, très conséquent, 46% des actes. Comment ça s'organise? Alors, dans un premier temps, ce qui était vraiment sollicité dès qu'on a commencé à travailler dans le domaine en région, c'est-à-dire à partir de 1996, un développement régional important, la demande des professionnels, elle était d'obtenir une expertise, la plupart du temps des professionnels du CHU, spécialisés dans des domaines spécifiques, ostéo-articulaire, neuroradio, viscéral, cardiovasculaire, et donc avec un volant d'auto-expertise qui était modéré. 671 actes en 2013. Avec les programmes d'émographie médicale qui sont très marqués dans cette discipline, ça a donné un relief tout à fait nouveau, on l'a vu précédemment. Pénurie de radiologues, c'est évident, notamment le secteur public, très marqué. Problématique forte pour la permanence des soins et l'imagerie d'urgence. Donc, développement d'échanges qui ont pu se construire vers le CHU, notamment pour l'Ariège et pour l'Avor. Et puis un développement territorial, notamment au niveau du Val d'Ariège, où au départ des radiologues de Lavelanet, toute la production d'imagerie de ce site a été traitée par le Chiva. Ça a représenté des volumes très conséquents. Donc, dès lors que toute la production d'images à l'établissement est traitée par télémédecine par un site distant, vous voyez que les volumes peuvent devenir très conséquents, les besoins sont immenses dans le domaine. Alors, des projets territoriaux sont en conception, tout l'enjeu est toujours là. Aujourd'hui, là, c'est l'aspect organisationnel qui prime, et c'est maintenir en région le diagnostic radiologique, bien sûr, intégré au cours du parcours de soins du patient, que ce soit dans le cadre de l'urgence ou du programmé, qui est ici l'objectif. Télémédecine et prise en charge des personnes âgées. Donc, ce sera développé en suivant par mon confrère Thierry Voisin et puis également pour le suivi des plaies par Philippe Léger. Une perspective générale des affaires, donc une dizaine de projets qui étaient en 2013, un petit peu plus en 2014 en cours, des projets à volant régional, le projet UCC-UHR qui vous sera présenté par Thierry, le projet du Gérontopole également, qui a un volet territorial et un volet régional, des projets territoriaux à peu près dans tous les territoires. En 2014, on a dans tous les territoires. Un gros volant de projets en conception dans le domaine, peu encore en routine, ce qui donne un nombre d'actes encore assez limité. Mais nonobstant, cumulé avec le suivi des plaies, on a à peu près plus de 300 actes, mais de grosses perspectives dans le domaine, une grosse valeur ajoutée. Quelques petites illustrations pour voir comment ça s'intègre à la pratique. Un exemple que j'aimais bien montrer, qui avait été les premiers travaux du Gérontopole avec le confrère Christophe Hein qui travaillait avec une EHPAD, et on voyait qu'on pouvait véritablement faire un examen du patient dans le cadre des troubles cognitifs. Thierry en a autant à son actif. Vous voyez un petit peu qu'ils font c'est la pratique de gestes à signification culturelle, et on voit si le patient peut les reproduire, on voit que c'est tout à fait acceptable comme pratique pour le professionnel et que la patiente avait l'air plutôt rassurée. Une activité qui est développée aujourd'hui dans le bassin de Muret, donc on voit la patiente qui est ici amenée par les professionnels qui peuvent participer tous à l'échange, puisqu'on a notre confrère Michel Bismuth qui est médecin généraliste, coordinateur d'EHPAD, et puis le kiné qui a pu intervenir, l'infirmière, l'aide-soignante qui ont pu contribuer, et la consoeur gériatre de l'établissement qui a pu également donner son avis en complémentarité au médecin coordinateur d'EHPAD. Voilà. Donc, une participation de toute l'équipe qui peut expliquer l'évolution de la maladie. Le confrère Serge Bismuth au niveau du CCAS Toulouse en liaison avec le CHU de Toulouse,
Le suivi d'épée sera développé en termes de développement de pratique par Philippe. Quelques exemples traités dans le GER, entre Mauvezin et Hoche, donc en mode asynchrone, des photos prises et un échange via système d'information, plus un échange téléphonique. Et puis, dans les EHPAD du Cousseran. Santé des détenus, un volume conséquent également d'activités aujourd'hui, un développement en cours, avec un déploiement qui est en train de se définir avec l'Agence régionale de santé. D'ores et déjà, certaines UXA ont une activité non négligeable, notamment au niveau de l'activité de SAE, c'est un gros volume en termes de dépistage de la tuberculose, une activité très intéressante au niveau de l'UXA de l'Admezan pluridisciplinaire et une émergence au niveau de l'UXA de Rodez et de Tarbes en termes de télédermatologie. Une donnée, une vision territoriale. Nous voyons que l'année dernière, si on regarde nos différents territoires, 8 territoires en Midi-Pyrénées, plus grande région de France, vous le savez, on a à peu près, à gauche, la répartition des demandes, à droite, les avis. Alors la demande, en Ariège, 46% de demandes, 36% de la réponse assurée en intraterritorial pour la radiologie, la prise en charge des personnes âgées, un recours régional pour la cancéro, la neurochir. On a quelque chose d'intéressant qui est aussi les Hautes-Pyrénées, où on a à peu près 5% de demandes, 7% d'avis, puisqu'on a une réponse organisée territorialement pour la cancérologie, territorialement et interterritorialement, et un recours vers le CHU, vers les pôles toulousains pour la cancéro et encore pour la neurochirurgie plus exactement. Et puis nous avons en Aveyron également en développement. En intraterritorial, on assure la réponse en traumato, en radio, entre milieu ou Saint-Afrique. Et d'autres exemples. Tout ça pour dire qu'on a à peu près 74% de réponses territoriales et 26% de réponses des pôles de recours régionaux. On n'est vraiment pas dans un mode étoilé, on est vraiment dans un maillage qui se constitue et une répartition du développement de la pratique. Quelques réflexions sur la valeur ajoutée en conclusion de ma partie. Une valeur ajoutée médicale partagée au profit mutuel des parties concernées. L'objet était de vous en convaincre. Pour les équipes de proximité, certainement, ce qu'on en retire quand on les interviewe, c'est une sécurisation dans leur démarche, diagnostique et thérapeutique. Décisions qui sont lourdes pour des syndromes coronariens, pour de la cancérologie. Une optimisation des compétences au fil des échanges, c'est un véritable compagnonnage qui s'instaure, une fidélisation des équipes, une certainement meilleure attractivité pour le personnel de santé dans les zones isolées, avec une réduction ici de cet isolement, un crédit de confiance renforcé auprès des patients et des professionnels de santé. Ce sont nos confrères qui le précisent, nous n'aurions pas osé le dire. Une performance renforcée dans une vision toujours qui se veut prospective pour les processus d'accréditation qu'on ne peut oublier. Enfin, pour les équipes des pôles de référence, ils y trouvent un fort intérêt en termes de retour d'informations sur les besoins de leur région sanitaire, des correspondants, des pathologies traitées, des cas difficiles, et une fidélisation du réseau de correspondants, avec bien sûr une prise en charge des patients complexes quand le cas le requiert. Alors, toujours des améliorations à apporter. On doit toujours conforter la coopération en coordination entre médecins spécialistes et médecins traitants, et certainement la coopération des médecins et les professionnels de santé non médicaux. Ce sera, je pense, abordé par mes confrères. Valeur ajoutée pour les patients, c'est l'accès à un réseau de compétences pluridisciplinaires, certes, un interlocuteur privilégié qui est le professionnel de proximité, au niveau une référence territoriale, mais qui peut être régionale, transrégionale, voire nationale selon le cas concerné. C'est précocité et pertinence du diagnostic, mise en œuvre de traitement le plus adapté dans les délais appropriés, accès aux innovations thérapeutiques, et puis une optimisation du parcours avec un accueil préparé dans le cas des transferts indiqués, une facilitation de la prise en charge d'aval au plus près du lieu de vie. Donc, au total, c'est certainement une valeur ajoutée partagée, des décisions concertées collégiales, c'est une organisation qui se veut apprenante, centrée sur le patient, et comme le dit M. Larynx, c'est concilier les réalités topographiques et les nécessités thérapeutiques, en espérant confirmer qu'il s'agit là d'un nouveau mode de pratique médicale qui est facteur d'optimisation des pratiques professionnelles et de l'accessibilité et de la qualité des soins que nous devons aux patients. Je vous remercie. Alors en suivant, je vous propose de donner la parole maintenant directement au docteur Florence Lemarie, qui, M. Larynx l'a précisé, est responsable de la cellule d'appui à la performance au niveau de la DOSA, au niveau de l'agence, avec qui nous avons le plaisir de travailler, qui apporte beaucoup d'attention à nos travaux et à l'ensemble des besoins des acteurs, qui va préciser les orientations régionales en domaine en termes de stratégie de santé. Merci Florence. Merci. Oui, je vais vous présenter de façon assez brève les priorités de l'agence en termes de télémédecine pour les mois à venir, c'est-à-dire fin 2014 et l'année 2015. Je voudrais faire un point très bref sur les attendus de l'agence quand des projets de télémédecine remontent pour validation et un dernier point
sur une question qui revient régulièrement, qui est le financement de l'activité de télémédecine. Alors, pour ce qui est des priorités, clairement, il y en a deux au niveau de l'agence Midi-Pyrénées. Une première qui est de mener à bien et d'achever au niveau régional 2 projets pilotes en cours, qui sont le projet Télé-AVC et le projet Télémédecine dans le cadre de la médecine pénitentiaire. Ces 2 projets pilotes donc, qui viennent de vous être détaillés par Monique Salvodelli sont effectivement une priorité. L'agence a reçu des financements de la DGOS pour le volet santé des détenus. Et il est clair que si le déploiement n'est pas achevé à la fin de l'année, les financements nous seront repris. Un point rapide sur Télé-AVC, donc vous avez bien compris, dans un premier temps, c'est de faciliter et d'optimiser la prise en charge des patients porteurs d'un AVC et pris en charge dans des établissements de santé qui ne sont pas pourvus du NV. On a une expérimentation pilote qui dure depuis 1 an entre 3 structures. Je vous rappelle les structures, le CHU, Saint-Gaudens et le Chiva. Ça fonctionne effectivement très bien. Le but maintenant, c'est de finaliser le plan de déploiement sur les différents territoires et de déployer au niveau des structures où les professionnels sont partants pour utiliser la télémédecine dans ce contexte. Dans un deuxième temps, ce projet devra être déployé au niveau des SSR parce que la prise en charge des patients porteurs d'un AVC, effectivement, il y a la phase aiguë, mais après, il y a toute la phase de réadaptation et les SSR vont être impactés. Et le troisième objectif qui est lié, là, on parle de prise en charge de patients porteurs d'un AVC, mais il est clair que tous les équipements qui vont être mis en place et toutes les formations auprès des professionnels qui vont être déployés devront servir plus largement pour la prise en charge en urgence des pathologies neurologiques. Donc, un des objectifs du projet pilote. Concernant santé des détenus, on a réalisé avec un consultant au début de l'année une étude de besoins qui a permis d'identifier très clairement les besoins en termes de prise en charge médicale sur 3 thématiques qui ressortent, la dermatologie, la psychiatrie et la radiologie. Et on a identifié effectivement les centres où on pouvait avoir, qui étaient intéressés pour déployer cette activité. En priorité, il y en a 4 au niveau de la région, Tarbes, Montauban, Rodez et Alpi. Donc le plan de déploiement doit être finalisé auprès de ces 4 structures avant la fin de l'année. Voilà pour les projets pilotes régionaux. Deuxième action que l'agence souhaite mettre en œuvre assez rapidement, c'est de coordonner et de prioriser les projets régionaux. Effectivement, comme Monique Salvodelli vous l'a présenté, il y a beaucoup de projets au niveau régional de télémédecine, des projets qui sont déployés sur des territoires différents, avec des professionnels différents qui ne communiquent pas forcément. Et on souhaiterait pour certaines thématiques mettre en relation ces professionnels et voir comment on peut améliorer la couverture territoriale. Donc, dans les thématiques qui sont ciblées, il y a tout ce qui est prise en charge en urgence, améliorer donc les patients dans le cadre de la situation d'urgence, donc le télé-AVC rentre là-dedans, mais on élargirait aussi sur tout ce qui est prise en charge neurochirurgicale, en orthopédie, traumatologie et en psychiatrie. Et deuxième volet qui est lié aussi aux prises en charge en urgence, Monique en a parlé aussi, c'est tout ce qui concerne la téléradiologie. Et là, l'agence a sollicité les fédérations hospitalières, publiques et privées, pour qu'elles soient en mesure de faire des propositions sur une organisation régionale et pourquoi pas envisager la mise en place d'une plateforme technique régionale pour répondre aux besoins. Dans les priorités et de façon constante, on va continuer bien évidemment à prioriser et à travailler sur les parcours des patients et les maladies chroniques. Et là, il y a la télédialyse, Monsieur Cardouin en parlera tout à l'heure, qui est une thématique phare. Mais il y a aussi le suivi des plaies, où on devrait essayer de mettre en place en cohérence tous les projets qui existent au niveau de la région. Deuxième point que je souhaitais aborder, ce sont les attendus de l'agence en termes de validation des projets de télémédecine. Vous savez que dans le circuit, en fait, les porteurs de projets sont obligés de formaliser un minimum l'organisation qu'ils souhaitent mettre en place. Quelles sont les structures qui participent, quels sont les professionnels, pour faire quoi, avec une estimation claire des besoins, éventuellement des demandes de financement. Et tout ça doit être formalisé dans un dossier projet type qui est fourni par l'agence. Quels sont les points qui sont regardés, je dirais, avec attention? Premier point, c'est que le projet présenté
a une gouvernance forte et qu'on identifie très clairement un coordonnateur. Deuxième point, c'est que le projet concerne plusieurs structures, que ce soit des structures sanitaires, médico-sociales, des maisons de santé, peu importe, mais qui ait une couverture territoriale significative. Les projets de télémédecine qui sont entre deux partenaires, honnêtement, alors pour démarrer, pourquoi pas, mais il faut avoir une ambition territoriale marquée. Troisième point, bien entendu, qu'il soit inscrit dans les priorités du PRT. Le PRT qui a été publié fin 2012 a été retravaillé au cours de l'année 2013. Alors, il n'y a pas de grand changement, c'est plus sur la forme, c'est-à-dire que tous les projets qui étaient inscrits dans la version 2012, bien entendu, se retrouvent dans la version 2013, mais ça a été élargi, c'est-à-dire qu'en clair, tout projet de télémédecine construit avec des professionnels volontaires, normalement, doit être accepté par l'agence. Et on demande aussi une bonne visibilité du plan de déploiement et du calendrier de déploiement. Et ça, effectivement, c'est un travail qui se fait en particulier avec le GCS Télésanté. Pour terminer, un point sur la question des financements, parce que c'est une question qui revient régulièrement et qui m'est régulièrement posée. Alors, il y a deux informations. Le point de vue de l'agence à ce jour, je dis bien à ce jour, parce qu'il est amené à évoluer. Jusqu'à présent, effectivement, pour tout projet de télémédecine qui a été validé et financé par l'agence, les financements n'ont porté que sur de l'investissement, donc sur du matériel. Et en général, c'était 80%, à hauteur de 80% du montant total présenté. Il n'y a, à une ou deux exceptions près, et je dirais plutôt une, pas de financement à l'activité qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé. Quelle est la position de la DGOS sur cette question-là? Alors, il y a 3 points importants. D'abord, il y a une étude de coût qui est en cours, qui concerne 3 types de prise en charge, le télé-AVC, la téléimagerie et tout ce qui est télémédecine pour la santé des détenus. Ces études de coût doivent être finalisées à la fin de l'année. Et on peut imaginer que les résultats qui seront publiés seront un éclairage certain sur les tarifs qui vont être alloués à ces activités. Deuxièmement, au début de l'année 2014, il y a eu un appel à projet sur des expérimentations de financement de l'activité de télémédecine qui a été lancé par la DGOS. Midi-Pyrénées a candidaté, mais malheureusement n'a pas été retenu dans les 9 régions qui travailleront sur ces expérimentations de financement. Cependant, on peut imaginer que ce qui va sortir des expérimentations dans d'autres régions pourront être appliquées au niveau de Midi-Pyrénées sans problème. Et pour avoir eu la DGOS à ce sujet, elle souhaitait que ces travaux aillent relativement vite. Et troisième point, la DGOS, elle l'exprime clairement, est très favorable à ce que les régions, même si elles ne sont pas dans l'expérimentation financement télémédecine, expérimentent elles-mêmes des modèles de financement à partir du fonds d'investissement régional qui lui sont alloués. Donc voilà, les financements effectivement à l'activité, j'ai envie de dire, c'est pas pour tout de suite, mais on a quand même le sentiment que le ministère, en tous les cas de la Santé, pousse dans cette direction et met en place un certain nombre de dispositifs pour fixer des tarifs ou des forfaits. On ne sait pas encore quelle forme prendront les apports financiers, mais on va dans cette direction. Voilà les informations que je souhaitais vous communiquer par rapport à l'agence et aux activités de télémédecine. Je propose qu'on considère les questions à la salle en fin de séance. Donc, j'appelle maintenant Thierry Voisin, qui est praticien hospitalier au niveau du pôle gériatrie du CHU de Toulouse, qui va nous présenter le projet dit appelé UCC-UHR, tout un programme. C'est-à-dire, il va nous expliquer la contribution à la télémédecine pour l'optimisation de la prise en charge des troubles sévères perturbateurs du comportement, avec une prise en charge graduée entre les unités de soins cognitivo-comportementales et les unités d'hébergement renforcées. Merci Thierry. Combien de temps ? Eh bien écoute, bon, alors évidemment, pour nous c'est un petit peu juste, mais comme il y avait la pause entre-temps, donc je pense qu'on peut un petit peu marger. Donc on va te laisser présenter ton projet. Alors, brièvement, tout d'abord, pourquoi s'intéresser aux troubles du comportement et à la télémédecine? C'est d'une part parce que ce sont des situations excessivement fréquentes. 1 million de sujets atteints de maladie d'Alzheimer en France, malheureusement une grande majorité qui vont rentrer en institution d'hébergement pour personnes âgées, et également une grande majorité d'entre eux qui vont présenter des troubles du comportement.
Ces troubles du comportement donc, sont fréquentes en établissement d'hébergement, sont source d'hospitalisation, de réhospitalisation, de mauvaise qualité des soins, d'épuisement à la fois des familles mais également des professionnels de santé dans ces structures. Il y a différents types de niveaux de complexité aussi autour de situations comportementales avec des prises de risques à prendre au niveau thérapeutique. Il y a en parallèle, on va le voir, un développement de la filière Alzheimer avec la création de beaucoup d'unités, que ce soit au niveau sanitaire ou médico-social, spécialisées dans la prise en charge des troubles du comportement sévère, et donc une organisation territoriale de ces structures avec un nombre de structures et de places limitées. Et donc il faut forcément que les patients soient aussi dans la même bonne case et qu'on puisse s'en occuper. Parallèlement, cette population est très particulière. Pourquoi ? Parce que si on a un patient qui a des troubles cognitifs et des troubles du comportement, les lieux de consultation habituels sont inadaptés. Déplacer un sujet qui a des troubles du comportement, le mettre dans une ambulance, attendre dans un lieu de consultation où il y a d'autres patients qui attendent, voir ce patient lors de la consultation où il ne présente pas les troubles du comportement pour lesquels on nous interpelle. Et donc, du coup, on est obligé, nous, d'interpeller l'équipe soignante sur place pour avoir une description de ce qui se passe. Donc, on a besoin de l'information de l'ensemble de l'équipe qui prend en charge ce type de patient. Il y a également une problématique que donc le patient, lui, n'est pas informatif, parce que pour lui, souvent, tout va bien et n'a pas de problème de comportement. Une surconsommation de psychotropes dans ces structures avec des plans nationaux sur la réduction de l'utilisation de ces psychotropes qui augmente le risque de mortalité dans cette population, puisque cette population est très vulnérable. Il y a toujours une balance bénéfice-risque dans l'utilisation de ces thérapeutiques. Donc pourquoi faire ? Alors de la téléexpertise, puisqu'on a, contrairement à ce qui vous a été présenté dans des situations diagnostiques, on est surtout là pour discuter d'une situation. Et on va le voir après, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir échanger autour de situations comportementales qui ont pu être filmées par les équipes soignantes pour justement mieux analyser ce qui se passe et proposer des prises en charge adaptées. Ça peut bien sûr être certaines téléconsultations avec présence du patient ou du résident si nécessaire. Et puis également échanger autour des pratiques, et on va voir qu'au sein justement des différentes unités qui existent, il y a une amélioration des pratiques, une harmonisation des pratiques à faire au sein de ces différents professionnels. Suivante. Donc en UCC-UHR, alors, très brièvement, dans le cadre du dernier plan Alzheimer, différentes unités ont été créées au niveau national. Si je me recentre sur Midi-Pyrénées, il y a actuellement 5 UCC, donc unités cognitivo-comportementales. Ce sont des unités de 10-12 lits qui sont en SSR pour gérer des situations comportementales complexes, donc des troubles du comportement perturbateurs plutôt graves. Donc il y en a 5 actuellement, il y en aura 7 au final sur Midi-Pyrénées, en tout cas pour l'instant. Et puis il y a des unités d'hébergement renforcées qui sont des unités pour troubles du comportement sévère, mais en établissement d'hébergement pour personnes âgées, certaines en unité de soins de longue durée, d'autres en maison de retraite, en EHPAD. Donc une création de ce type d'unité, on a voulu justement fédérer ces unités cognitives ou comportementales qui ont des valences différentes, soit plutôt neurologiques comme celle du CHU, soit plutôt psychiatriques, soit plutôt gériatriques, pour qu'il y ait un échange de compétences et que le CHU puisse aussi être l'UCC de recours pour les autres UCC de la région, puisqu'elle a bien sûr un plateau technique différent. Et l'objectif était que chacune de ces unités cognitives ou comportementales soit aussi en lien en termes de télémédecine avec les unités d'hébergement renforcées de son territoire pour justement assurer à la fois une aide à la prise en charge des sujets, mais une optimisation aussi des transferts ou des retours dans ces unités d'hébergement renforcées, puisqu'un grand nombre de ces sujets qui viennent en unité cognitivo-comportementale vont être ensuite hébergés en unité d'hébergement renforcée. Suivante. Donc bien sûr, lors de la réalisation de ces actes de télémédecine, de téléexpertise, le système d'information télémédecine est rempli par le demandeur. Ensuite, donc un exemple, il y a quelque temps, entre l'UCC du CHU de Toulouse et l'UCC de La Close dans l'Aveyron, où il y a un échange à la fois autour de vidéos pour justement nous montrer la problématique comportementale. On peut bien sûr avoir la problématique gestuelle, l'agressivité ou verbale, la réflexion autour du diagnostic avec l'échange bien sûr de l'imagerie cérébrale ou d'autres informations, et puis la rédaction du système d'information pour la réponse justement à la demande qui avait été réalisée.
Parallèlement, au-delà de cette filière UCC-UHR, un des objectifs aussi, c'est que l'unité cognitivo-comportementale soit un des piliers de la prise en charge comportementale au sein de son territoire, donc qu'elle soit le recours de proximité auprès de l'ensemble des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui peuvent présenter des situations comportementales et qui peuvent s'équiper en matériel de télémédecine, puisqu'il existe justement de nombreux projets, qu'un certain nombre d'établissements sont équipés pour d'autres projets que la situation comportementale, mais qui veut bien sûr solliciter les UCC de leur territoire pour essayer de gérer cette problématique. La télémédecine nous paraît vraiment un moyen, en tout cas en Midi-Pyrénées. C'est un des moyens de suivi qui nous paraît excessivement important. D'autres régions ont plutôt déplacé des gens avec des équipes mobiles comportementales au sein des EHPAD. La télémédecine nous paraît beaucoup plus efficiente dans ce type de problématique. La dernière, je crois. Et enfin, il y a un projet de recherche actuellement qui a été accepté, donc qui devrait débuter en fin d'année, sur la télémédecine, non pas sur les UCC et les UHR, mais sur les troubles du comportement, où il y aura donc 30 établissements pour personnes âgées, 15 où la télémédecine sera mise en place pour justement essayer à la fois d'évaluer l'acceptabilité, mais l'utilisation de cette télémédecine et voir en termes de coûts ou d'utilisation de psychotropes si ça vient réellement modifier les pratiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Thierry pour cette présentation qui certainement est une bonne illustration de la mise en complémentarité de l'offre de soins dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Et je propose maintenant au docteur Philippe Léger, qui exerce la médecine vasculaire au sein de la clinique Pasteur, de nous présenter son expérience en termes de suivi de plaies. Merci de me permettre de participer à cette réunion. Donc moi je suis médecin vasculaire, je m'occupe d'un centre de cicatrisation en partie pour mon activité. J'ai avec l'équipe soignante développé un système de télémédecine. L'historique c'est que comme on avait beaucoup de patients qui venaient de loin et que souvent ils venaient pour dire que tout allait bien, ça nous paraissait un petit peu dommageable qu'ils fassent tout ce trajet pour pas grand chose. Ensuite, le travail qu'on a développé, donc, c'est petit à petit d'abord développé avec des grosses structures comme les CHG, et maintenant, progressivement, se développe avec des EHPAD. Il y a deux niveaux de travail en utilisant la télémédecine. Il y a premièrement la téléexpertise pour les plaies. Donc on voit soit des patients qui ne sont pas déplacés, ils restent à Albi, à Castres par exemple, on les voit en télémédecine et on donne les conseils pour la gestion, les examens nécessaires à faire, et on a un deuxième rendez-vous pour faire une espèce de synthèse. Soit on reçoit des dossiers par internet avec des photos et on gère ça en différé, soit enfin et enfin, on fait de la formation à chaque séance en direct avec la vidéo. On a un quart d'heure de formation avec les infirmières et les médecins qui sont sur place, qui permet petit à petit d'augmenter le niveau de pénétration de la prise en charge de ces plaies, qui est souvent assez simple, mais assez peu connue parce que notre formation est restée faible. Donc nous, on a développé ça. On travaille avec des 7-8 EHPAD, 3 CHG et quelques autres structures. Mais sur le plan régional, il y a d'autres essais. Vous avez vu à Auch, à Saint-Giron, il y en a un petit peu partout, mais par contre, comme ça a été souligné, il n'y a pas du tout de coordination, il n'y a pas de vision d'ensemble de ce développement, et c'est très dommageable parce que chacun va faire des petites choses dans son coin et ça n'aboutit pas, en tout cas pour l'instant, à une vision globale qui pourrait vraiment rendre un service. Et donc, si ça rend un service, il y aura des fonds, il y aura des développements. Alors que là, pour l'instant, c'est des petites expériences ponctuelles, c'est très bien, mais c'est tout à fait insuffisant sur le plan régional. D'autres régions sont beaucoup plus avancées avec une organisation qui a été mise en place par l'ARS, par les structures qui s'intéressent aux plaies, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et qui se développent très bien. Notre mode de fonctionnement actuel va évoluer, puisque par exemple avec les EHPAD, on s'est
je fais avec plusieurs EHPAD tous les 15 jours une séance qui dure 1 heure. Et je me suis aperçu que lorsqu'on avait réglé quelques problèmes, bien, les plaies, il y en a, mais quand les gens commencent à connaître mieux la prise en charge, bien, ils prennent en charge plus tôt, donc il y a moins de plaies, donc il y a moins besoin de conseils. Et finalement, on prend des rendez-vous, l'intérêt est moins important au bout de quelques mois. Donc on va faire un espèce de planning, comme on fait un planning de consultation, où les gens intéressés s'inscriront à 9h30 pendant une demi-heure. Et mon équipe et moi-même, on sera de l'autre côté de l'outil qu'on utilise pour faire ces vidéoconférences. Et donc les EHPAD, les CHG pourront utiliser les systèmes qu'on a mis en place chez eux grâce au GCS et donc communiquer avec nous par rendez-vous à telle heure, tel jour, ce qui permettra de, là aussi, aider beaucoup à organiser cette prise en charge qui n'est pas encore optimale. Enfin, donc on est, je pense, tous très volontaires dans le développement de cette structure. Le financement ne semble pas être un problème dans nos activités, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, l'organisation, on l'est, et j'espère avoir bien posé cette clé, ce socle, parce que sinon ça ne pourra pas se développer de façon optimale dans la région. Et je crois que lorsque on aura bien développé ce qui se passe avec les EHPAD, on sera mûr pour faire ça à domicile, c'est-à-dire on va faire une expérience nous l'année prochaine. Un patient a été vu, il a été cartographié sur le plan de sa pathologie, le protocole a été mis en place et on pourra tout à fait utiliser des outils très simples, iPad, iPhone, pour faire de la vidéoconférence avec les soignants du patient chez lui, afin de traiter la plupart des problèmes des plaies, parce qu'une fois qu'on a des gens formés, ça marche très bien. Et ça existe déjà dans d'autres régions. Et donc encore une fois, j'appelle nos administratifs à nous aider dans le développement régional et la structuration de ces projets. Merci. Merci Philippe. Bon, donc on précisait qu'un des critères une condition clé était la volonté des acteurs à leur adhésion. Je crois que là, elle y est. Florence peut être confirmer à notre confrère Philippe Léger que les initiatives territoriales donnent de bons résultats, que le besoin a été bien entendu puisque un projet a été identifié en tant que tel et que le docteur Lemarie nous a confirmé tout à l'heure toute l'importance qui était donnée à ce projet, hein, qui est pris en compte dans les travaux 2014 en termes de structuration. Florence, si vous voulez rajouter un mot peut-être. Oui, non, juste pour préciser qu'effectivement cette demande, on l'a travaillée récemment et qu'elle est remontée auprès de la DGARS qui, a priori, était favorable sur la mise en place d'un travail de réflexion pour une organisation régionale. Non. On sait que tu es toujours très dynamique, Philippe. Alors, j'appelle maintenant Monsieur Thierry Cardois, directeur, et Monsieur Philippe Goré, ingénieur au niveau de l'AIR, c'est-à-dire l'association qui prend en charge les insuffisants rénaux en Midi-Pyrénées, pour qu'ils exposent leur projet relatif au développement de la télémédecine au niveau des unités de dialyse. Voilà, alors l'association d'aide aux insuffisants rénaux de Midi-Pyrénées est un établissement de santé à but non lucratif. C'est un acteur majeur de l'insuffisance rénale chronique donc à Midi-Pyrénées. Nous avons une offre de soins spécialisée dans le champ de l'hémodialyse hors centre et de la dialyse péritonéale. Et dans une moindre mesure de la dialyse à domicile. Nous avons actuellement 29 centres, principalement des unités d'autodialyse et des unités de dialyse médicalisée. Et nous sommes positionnés sur 5 départements de la région Midi-Pyrénées. Ça représente une file active d'à peu près 450 patients insuffisants rénaux chroniques terminaux, dont 60 sont à domicile, donc j'inclus dedans l'hémodialyse à domicile et la dialyse péritonéale, ce qui équivaut à peu près à 30%, donc la file active, 30% des personnes dialysées en Midi-Pyrénées. Nous avons une stabilité des séances annuelles, à peu près 55 000 séances, et donc une dynamique d'implantation régionale qui permet un maillage cohérent de proximité de l'offre de soins. Et nous travaillons en partenariat constant avec les centres hospitaliers de territoire et notamment avec les équipes de néphrologues qui travaillent avec nous sous forme de convention.
Alors, voilà un petit peu la carte. Je vous laisse en prendre connaissance et vous dire simplement que nous sommes confrontés à de multiples contraintes, et notamment des contraintes fortes d'éloignement des structures, puisque nous avons des structures, nous sommes basés, donc le siège est à Toulouse, et nous avons des structures qui sont à plus de 2 heures de route du siège. Donc ce n'est pas sans présenter de grandes difficultés. Donc des coûts de déplacement importants, des contraintes de disponibilité de temps médical. J'entends par là sur la région Midi-Pyrénées, mais je dirais à l'échelon national, nous avons aussi des contraintes de néphrologues disponibles. Nous avons des départs en retraite importants ces dernières années, et ça continue. Des patients donc, qui nécessitent un suivi médical de plus en plus prégnant, avec des polypathologies, des patients de plus en plus âgés, et qui, pour certains, demandent un niveau d'expertise extrêmement important. Alors, quelle est la contribution de la télémédecine à notre activité ? Alors, je dirais, nous en sommes un peu au début, mais nous avons déjà quand même quelques résultats, et je laisserai ensuite la parole à Philippe Goré pour vous détailler un petit peu à la fois notre architecture et la manière dont nous fonctionnons. Nous assurons essentiellement de la téléconsultation. C'est la première réponse aux problématiques d'éloignement et de disponibilité en temps médical. Un volet médico-économique fort, parce que cela nous permet de réduire nos coûts et nos temps de transport, notamment pour nos médecins, bien sûr. Une relation plus en proximité entre les équipes médicales et paramédicales afin de répondre aux attentes des patients. Je rejoins un peu ce qu'a dit le docteur Léger tout à l'heure sur la formation et sur la complémentarité entre le paramédical et le médical, sur l'appréciation des besoins et la téléconsultation parfois qui peut se faire en urgence. C'est toujours très prégnant, et tout cet aspect aussi formation que nous avons mis en place. Un changement de paradigme dans les pratiques professionnelles, c'est évident. Monsieur le professeur Laringue l'a dit, c'est une pratique médicale, et effectivement, il y a quand même eu des résistances. Aujourd'hui, il y en a moins, mais cette nouvelle pratique, eh bien, il faut s'y habituer, et pour les professionnels de santé, c'est pas toujours évident. Une acceptation finalement assez aisée de cette technologie par les patients, c'était une de nos craintes, et finalement, ça se passe plutôt bien. Signe de consentement éclairé, ça c'est assez naturel, ça se passe plutôt bien, le système est assez souple. Et puis, la téléexpertise, c'est un objectif que nous souhaitons atteindre rapidement afin d'assurer un accès, là encore, à une offre de soins spécialisés, notamment avec le CHU de Toulouse, mais pourquoi pas d'autres partenaires. On a aussi, et là encore, des patients diabétiques avec des plaies chroniques, des choses comme ça, et pourquoi pas, effectivement, travailler en partenariat. Alors, concernant la réglementation au niveau de la télémédecine, donc il y a bien sûr des lois et des décrets. Surtout, on va se focaliser sur la partie épuration extra-rénale, qui consiste à mettre le décret définit une obligation de mettre en réseau les générateurs de dialyse. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que tous les paramètres de la dialyse puissent remonter en temps réel au niveau du dossier patient. Bien sûr, des conventions sont passées avec les médecins et les infirmières, et pour les patients, dans ces cas-là, on parle de consentement. Au niveau des SAMU, automatiquement, des conventions sont passées avec des références GPS pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible au niveau des sites. Alors au niveau de l'architecture, donc on a réfléchi à une architecture qui soit adaptée par rapport à notre thérapie, à notre besoin qu'on a été obligé de définir. Donc on a pris une solution de visioconférence avec des canaux visio pour faire du point à point entre le site distant de Saint-Gaudens et de Toulouse basé à Colomiers. Donc une solution d'un chariot au niveau de la dialyse qui est autonome, et une solution de médecin avec de la visioconférence. Alors si on revient au niveau du chariot de télémédecine, donc là on voit que c'est un chariot qui est autonome en Wi-Fi, où l'infirmière peut le déplacer au niveau de chaque patient.
la confidentialité est conservée avec l'utilisation d'un casque pour le patient et un casque pour l'infirmière, de façon à elle peut assurer une continuité des soins tout en écoutant la conversation entre le patient et le médecin. Après, pour la solution du médecin, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un écran visio. Dans ces cas-là, le médecin est en mesure de zoomer de façon à pouvoir aller zoomer jusqu'à le point de ponction si jamais il y a un problème de point de ponction au niveau du patient. Alors là, il y a 2 diapos, donc c'est pour familiariser avec le générateur de dialyse. Donc, ouais, c'est avant, voilà, le générateur de dialyse où on voit la circulation extracorporelle avec les paramètres de dialyse qui vont remonter au niveau du dossier patient informatisé. Et à côté, on a le boîtier Bennett, c'est pour la mise en réseau des générateurs. Alors cette diapo, c'est le logiciel de monitorage où on voit par poste de dialyse où tous les paramètres de dialyse remontent en temps réel au niveau du dossier patient informatisé. Et là, le dossier patient informatisé répond au décret concernant la traçabilité des actes de télémédecine. Alors, au niveau des statistiques, donc on peut dire que la solution qu'on a choisie par rapport à la télémédecine répond aux besoins qu'on a, parce qu'en fait, ça représente quand même 16,63% de l'activité des consultations par rapport au nombre de séances qui sont réalisées sur une unité de dialyse médicalisée. On peut dire qu'on a une solution qui est adaptée, qui répond en cas d'urgence de façon à ce que le personnel soignant puisse faire appel au médecin néphrologue référent en cas de problème sur un patient, sur une difficulté sur un patient. Et ce réseau, automatiquement, étant donné que l'AIR travaille en collaboration, en corrélation avec les centres hospitaliers et le CHU, tout en bénéficiant du réseau Aster pour l'interconnectivité et l'interopérabilité au niveau du dossier patient. Alors je laisse la parole à M. Cardoa concernant les places actives. Oui, quelques mots pour conclure. Donc sur des perspectives, donc un déploiement de cette solution qui est en cours. Donc vous venez de le voir entre Colomiers, enfin entre Toulouse donc et Saint-Gaudens, qui est donc bien opérationnel. Nous allons ouvrir d'ici à la fin de l'année 2 unités de dialyse médicalisée, une dans le Gers, une dans l'Ariège, donc qui vont être équipées par cette solution de télémédecine. Un maillage donc en télémédecine qui sera finalisé en 2016 puisque nous aurons normalement une unité de dialyse médicalisée par département qui sera interconnectée par Aster. Nous avons une réflexion en cours pour équiper bien entendu nos unités d'autodialyse qui sont des unités un petit peu plus petites mais qui sont éloignées pour certaines, je pense notamment à Lavelanet ou à Nogaro, très éloignées et pour lesquelles il va devenir très rapidement nécessaire de mettre en place cette solution de télémédecine. Et puis une étude en cours sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une télésurveillance des patients à domicile en dialyse péritonéale. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Madame le docteur Laï-Marie sur les projets de télémédecine et sur la candidature de la région Midi-Pyrénées auprès de la DGOS, pour lequel nous avions effectivement apporté notre contribution, enfin notre demande toujours, sur notamment ce volet de télésurveillance à domicile. Mais on ne désespère pas de le mettre en place, mais on va avancer pas à pas. Voilà, pour conclure peut-être, docteur, la dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc la télémédecine, vous avez bien compris, c'est un apport majeur pour l'AIR. On a une dynamique interne forte pour développer alors ces outils. Je ne voudrais pas vexer monsieur le professeur Laringue, hein, mais c'est une pratique médicale, on est bien d'accord. Mais il faut s'appuyer effectivement sur des outils, ou tout du moins sur de la technologie. En tout cas, c'est une réponse qui est bien adaptée aux enjeux de qualité de proximité. C'est aujourd'hui une nécessité face au vieillissement des patients insuffisants rénaux chroniques terminaux porteurs de comorbidité. C'est également offrir une meilleure offre de qualité de vie de proximité. C'est une réponse à la diminution des effectifs médico-néphrologues, je vous en ai un petit peu parlé. Et puis, c'est aussi une collaboration à construire. C'est une de mes priorités, la téléexpertise avec les autres spécialités médicales. Je vous remercie. Bon, nous vous remercions pour ce
cette présentation très concrète qui illustre bien l'apport de la télémédecine à la prise en charge des patients chroniques. Donc nous l'avons vu, il y avait beaucoup de réalisations en région, des projets en cours de développement et des acteurs qui étaient sélectionnés dans cette dimension-là pour présenter notamment les perspectives. Une question, 2 questions avec la salle. Pas de questions. Monsieur, si vous voulez bien nous honorer et nous proposer une conclusion. Monsieur Laringue. Bien, mais je vais aller assez vite, quoi. Il faudrait que je le fasse en 5 minutes ou 6 au plus. Je pense que nous sommes allés évidemment dans une idée qui m'est chère et qui se concrétise tous les jours. C'est le titre qui était donné était de faciliter l'accès à des soins de qualité pour tous en tout point du territoire régional. Les travaux de cet atelier ont permis de montrer que le développement de la télémédecine s'inscrit comme un levier de coopération d'une organisation sanitaire régionale et constitue un atout majeur pour la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'optimisation de l'accès à des soins de qualité pour tous les patients dans une logique d'aménagement du territoire. Le développement des usages qui ne cessent de croître suppose l'organisation de la référence avec une inscription dans la politique de santé régionale. Vous savez que l'organisation, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place. C'est là qu'on bloque, parce qu'il faut aller dans profondeur des réflexions. La technologie, certes, il faut la technologie, mais il n'y a pas de problème. Nos ingénieurs sont excellents, ils résolvent toujours tous les problèmes. Alors que les problèmes d'organisation nous maintiennent en panne dans beaucoup de coins. Voilà ce que je voulais insister sur ce point-là de mon expérience. Voilà, alors le développement ne cesse de croître. En effet, l'organisation de la référence doit être adaptée à la croissance de la demande. C'est partout pareil. Si on fait de la téléradiologie, des packs régionaux, c'est l'IRM qui nous l'impose. Parce qu'on ne voit pas le malade partant avec 4000 clichés chez son médecin traitant, sous le bras. Ou même que le médecin traitant examine 4000. Il faut donc avoir accès à la téléradiologie, dont l'importance de progresser dans ce domaine. Voilà. Il s'agit d'assurer la disponibilité et la réponse et de structurer le cadre opérationnel général en adressant notamment la nécessaire graduation et coordination de la réponse avec la juste place du niveau territorial et du niveau régional. Rappelons que doivent être développées pour une pleine efficience des organisations d'une part, la coopération et la coordination entre le médecin spécialiste et le médecin traitant, et d'autre part, la coopération des médecins avec les professionnels de santé non médicaux. Enfin, il s'agit d'adresser les besoins relatifs à la permanence des soins et à l'activité programmée. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, la télémédecine est aujourd'hui inscrite dans la stratégie nationale de la santé par la loi HPST, avec une formalisation, on l'a déjà dit, dans l'après-midi, par le décret d'octobre 2010. Voilà. Son inscription dans la stratégie régionale de santé est confirmée et des réponses sont apportées à travers le programme régional de télémédecine, ses priorités d'action, et nous pouvons compter en région, alors je vais aller lentement, sur le plein engagement de Madame Monique Cavalier, directrice générale de l'Agence régionale de santé. Le GCS Santé Midi-Pyrénées est engagé dans la déclinaison opérationnelle de ces orientations en apportant l'accompagnement requis pour le développement des usages et en déployant un socle technologique mutualisé adapté aux besoins des acteurs dans la perspective de transversalité des usages. Le développement de projets structurants de télémédecine suppose, en condition première, la pleine adhésion des acteurs et une réelle volonté de coopération qui constitue le fondement même de l'évolution des pratiques professionnelles qui vont, pour la première fois, M. Glorion l'a dit en 1902, et jusqu'alors l'ordre des médecins était contre, c'est lui qui est le premier à dire, le président,
il faut se mettre à jour, il faut changer de braquet, il faut aller du singulier au pluriel. La conduite du changement suppose de poser l'homme d'abord, et non d'abord l'homme. Ceci me permet, en passant, de vous raconter une anecdote, parce que la Commission européenne a mis du temps. On avait créé déjà l'Institut européen de télémédecine, et qui est devenu l'Institut européen de télémédecine en 1989. Et en 2003, ils se sont réveillés et ils ont créé un petit groupe de travail. Et il a été installé à Bruxelles. Voilà. J'étais représentant de la France pour tout ce qui était la santé. Et toute l'industrie était représentée par le directeur général des magasins Lafayette. Bon. Et lorsque nous avons été installés, est venu le Premier ministre finlandais et qui nous a dit cette formule: la conduite du changement, mesdames et messieurs, suppose de placer l'homme d'abord et non d'abord Rome. En effet, le facteur humain reste la condition clé du succès pour adapter les organisations aux besoins des patients. L'éthique et le respect des droits du patient doivent rester au cœur de l'apprentissage du travail en partenariat. À l'époque de l'entrée en force du numérique, il ne faut pas le négliger. On ne peut pas voir les malades à travers les vitraux seulement. Absolument indispensable, certes, au progrès. Soyons cependant prudents par rapport aux perturbations qu'il peut apporter. La Commission nationale d'informatique et liberté, cette année, nous montre la voie. Elle a fondé un groupe d'études sur le bonheur et le numérique. N'oublions pas que nous sommes en priorité dans notre profession, que ce soit des ingénieurs ou des médecins. Dans notre profession, nous sommes essentiellement des facteurs de bien-être, source de bonheur. L'intégration des outils et services de télémédecine e-santé aux logiciels métiers utilisés par les professionnels dans leur exercice quotidien avec la transparence technologique attendue ne doit pas conduire à occulter les aspects de responsabilité relatifs aux échanges et au partage d'informations de santé et des exigences de sécurité posées par la CNIL. L'apprentissage du travail en partenariat au cœur des coopérations concerne simultanément les institutionnels et les professionnels. Au-delà de la sécurité des techniques et systèmes utilisés, il s'agit de prendre en compte la sécurité des processus et des organisations. Le fondement d'une coopération fructueuse repose sur le respect des identités et des responsabilités de chacun. L'adoption d'un code de bonne conduite et professionnelle doit présider à tout engagement des partenaires dans le cadre de la télémédecine au service des coopérations et des pratiques de santé au sens large. Les pratiques collaboratives ne constituent pas une dilution ni une exonération, mais un cumul des responsabilités individuelles des entités et professionnels impliqués envers les patients auxquels ils doivent la meilleure prise en charge. Le devoir d'information, le recueil de consentement du patient, de traçabilité des échanges, de la protection de la confidentialité. Il y avait un atelier sur cela tout à l'heure. On n'en saura rien, ils doivent rester confidentiels. Des données de santé constituent des enjeux majeurs dans la relation de confiance que peut avoir le patient en son médecin.